tous, deuxième épisode des Three Maker Talk. Aujourd'hui, un plan plus structuré. Donc aujourd'hui, on va parler d'opérations, d'organisation en interne, avec la répartition des parts, la répartition des charges, un point sur les objectifs collectifs individuels, et on finira sur un récap de la semaine, sur ce qu'on a pu tous réaliser sur la semaine passée. Donc on va commencer par la question de la répartition des parts, comment est-ce qu'on s'organise à trois sur les différents projets, la façon qu'on a d'estimer les parts de chacun et comment on se met d'accord là-dessus. Jérémy, tu veux commencer à t'exprimer sur le sujet? Euh, donc, sur le sujet de la répartition des parts, en bref, l'objectif c'est de trouver une répartition des parts de l'entreprise qui corresponde à chaque membre de l'équipe, qui soit cohérente au regard de son implication et qui soit aussi suffisante. Donc là-dessus, on n'a pas réinventé un nouveau système, on se base sur un système qui existe déjà, qui facilite ce calcul des parts. C'est un site internet qui s'appelle Founders, dont on vous donnera le lien, sur lequel on retrouve un ensemble de questions générales qui permettent à chaque personne de se situer et de voir combien de parts elle devrait avoir dans le projet au regard de son implication et de son importance. Autre point important aussi, on n'a pas nécessairement chacun le même nombre de parts sur chaque projet. Parce qu'il y a des projets qui vont pouvoir nécessiter plus de dev, des projets qui vont devoir nécessiter plus de design, et des projets qui vont pouvoir nécessiter peut-être des relations particulières ou des contacts avec une communauté qu'une personne dans l'équipe a et pas les deux autres. Donc Damien, de ton côté, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulée par exemple la répartition des parts sur le projet Unicrate et comment est-ce que toi, de ton point de vue, tu l'as vécu? Est-ce que c'était quelque chose d'inquiétant? Est-ce que c'était quelque chose de frustrant? Ou à l'inverse de satisfaisant? Et qu'est-ce qui peut être amélioré? Ou qu'est-ce qui fonctionne bien? Pour Unicrate, ce qui s'est passé, c'est on a estimé que c'était un projet qui avait une part de market plus importante que la part dev. Du coup, c'est pour ça que... Et c'était toi qui avais l'idée, Jérémy, de ce produit-là. Donc, c'est pour ça que la part, elle était toi avec la plus haute, JB avec la deuxième plus importante, et puis moi avec la moins importante, parce que ça nous paraissait le plus logique que ce soit celui qui est lié du produit qui se retrouve avec la plus grosse part, et puis ensuite avec la personne qui avait la plus grosse part de travail, puisque la partie market, on avait estimé que c'était celle qui était la plus importante. Euh, on est tombé d'accord assez vite sur la répartition des parts de ce projet. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de conflit particulier parce on était assez d'accord sur la masse de travail, sur la répartition des tâches. Euh, donc moi je l'ai bien vécu. Ça se passera peut-être pas aussi bien pour tous les projets, mais pour celui-là c'était assez cohérent. En tout cas moi ça m'a paru assez cohérent. Faut que ça reste évidemment le truc des répartitions des parts, le point un peu touchy, c'est qu'il faut que ça reste motivant pour chacun. Et même celui qui a la part la moins importante du projet défini, il faut que ça reste motivant pour lui. Euh, Moi, pour ce projet-là, il n'y a pas de... Voilà, ça me convenait, quoi. Euh, donc ouais, non, ça s'est bien passé. Après, bon, évidemment, c'est toujours... faut toujours que l'équipe s'entende bien de base pour que la communication soit correcte et puis qu'on se mette d'accord sur des chiffres qui plaisent à tout le monde, quoi. Pour l'instant, ça se passe bien. Évidemment, on verra comment ça évolue par la suite, quoi. Non, c'est vrai ça. Bon, ça, toi, t'as mentionné, Jérém, l'outil, là, du coup, par rapport au fondeur, mais faut dire que c'était un truc qui était très centré quand même sur la levée de fonds. Donc, toutes les questions ne correspondaient pas trop à la question qu'on se posait. Mais Damien, tu l'as bien dit, toi, Jérém, t'es venu avec l'idée du projet, t'es venu avec la techno aussi, qui était quand même un socle assez important sur tout ça. Mais c'est vrai qu'on s'est mis d'accord tout de suite.
on était vachement alignés là-dessus, sur l'apport qu'on voulait tous mettre. On avait découpé ça aussi en fonction des domaines d'intervention, enfin, qui participaient au design, qui participaient à la tech, qui participaient au marketing, qui était la grosse question aussi là-dessus. Et ouais, on avait trouvé un modèle qui fonctionnait bien tout de suite. Euh, Puis on s'était mis d'accord, je crois, même du premier coup. Il n'y avait même pas eu spécialement plus de discussions que ça, parce qu'on était tous d'accord sur la répartition de parts. Bon, je sais pas si on... Bon, on va peut-être donner les chiffres directement pour donner un peu d'idée, mais on était parti sur 50 pour toi, Jérém, 30 pour moi et 20 pour toi, Damien, si je dis pas de bêtises, parce qu'on estimait chacun que l'application, du coup, ça représentait ce qu'on allait faire dessus. Et puis voilà, bah, le truc important, c'est qu'on se disait aussi qu'on le ferait par projet. Euh, donc ça, je trouve que c'est plutôt très intéressant parce que effectivement, il n'y a pas de, bah, déjà il y a une possibilité d'évolution pour chacun. Tu vois, demain, si toi demain tu t'en fais plus ou tu prends plus de parts sur un projet, bah, c'est tout à fait possible. Si moi il y a un projet, je veux moins y participer, bah pareil, je peux, bah, d'une certaine manière niveler aussi ma participation avec mon implication dedans. Et inversement, si c'est vraiment un truc sur lequel je veux vraiment y aller à 100%, faire plus de parts. Donc, bon, on a trouvé un système plutôt assez ouvert sur lequel d'ailleurs on est plutôt assez d'accord. Je sais même plus si on avait signé un contrat tous les trois ensemble. Je crois qu'on l'a un peu fait à la confiance sur le premier projet. Non, Je- la formalisation, c'était par mail. Donc on a un mail et un mail aujourd'hui, ça vaut quasiment contrat. Donc on a quand même un mail dans lequel on détaille des parts, etc., sur lesquels on s'est mis d'accord. Et, euh, et je pense que oui, c'est important d'avoir une formalisation écrite, si, quand vous le faites. Et c'est important que cette formalisation écrite, même si c'est pas un contrat, que ça soit un minima, quelque chose de juridiquement valable comme un mail. Euh, Ça, c'était le premier point sur la répartition de départ. L'autre point aussi qu'on voulait échanger aujourd'hui sur la logique d'organisation interne, c'était la répartition des charges. Donc, qui paye quoi, comment est-ce qu'on s'organise un peu. Déjà, la première chose, puis après je passe la parole, mais c'est qu'on utilise on utilise un outil tout bête pour suivre le tracking et tout des dépenses. On a choisi d'utiliser un outil qui s'appelle Tricount. Ça permet de rentrer les dépenses que chacun fait sur le projet, puis d'avoir une balance aussi sur savoir qui doit de l'argent à qui. On est parti sur une répartition du coup en trois parts égales. On ne s'est pas posé la question de si tu es plus impliqué, tu payes plus ou quoi que ce soit. Toi, Damien, là-dessus, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas parti sur une répartition comme pour les parts. Là, par contre, on est vraiment sur un truc complètement égalitaire. On divise vraiment en trois toutes les charges. Euh, ce qui est vachement intéressant avec ce système-là, en fait, c'est que ça nous force à justifier toutes les dépenses qu'on veut faire, en fait. Personne peut dire, bah voilà, moi j'ai envie de cet outil, je vais faire payer les deux autres parce que moi ça me plaît. Et puis, donc il faut vraiment justifier chacune des dépenses qu'on veut faire. Euh, et voilà, bon, ça rend le truc équitable, ça évite les décisions sur un coup de tête, voilà, de se demander est-ce que cet outil, est-ce que cette souscription, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je fasse aussi payer les deux autres pour notre projet? Euh, et donc voilà, je pense que c'est important, voilà, puis ça évite surtout qu'il y ait une seule personne qui porte la charge de, des coûts d'infra ou des coûts de souscription pour des projets qui, voilà, il y en a qui fonctionnent pas encore, mais du coup, il faut quand même les faire tourner. Et voilà, c'est des dépenses, hein, forcément, tous les mois qu'on a. Euh, donc ouais, c'est plus que logique que tout le monde participe. Enfin, je trouve que c'est plus que logique que tout le monde participe équitablement à ces dépenses-là, quoi. Et indépendamment de l'implication qu'on a sur les projets Mm. différents, quoi. Et puis je pense qu'au fil du temps, ça s'équilibre, quoi. ouais. D'ailleurs, donc aujourd'hui, d'abord, il faut savoir qu'on n'a pas d'entreprise, parce qu'aussi on n'a pas de revenus à date. Donc c'est la volonté de ne pas structurer inutilement une société. Donc pour l'instant, c'est simplement une association de fait. Les, euh,
L'outil est important parce qu'on a au début, on n'a pas directement pensé à Tricant parce que Tricant c'est un outil pour les finances personnelles. Et donc, ça vient pas immédiatement à l'esprit quand on pense à la gestion des dépenses dans une entreprise. On pense à des comptes bancaires Conto, on pense à des comptes bancaires Revolut. En fait, on pense souvent à des comptes bancaires professionnels. Et donc, finalement, Tricom, c'est une excellente solution pour pouvoir avoir une visibilité, une transparence sur les dépenses, sans avoir à faire des saisies, des reportings, ou à traiter manuellement les flux entrants et sortants. Donc voilà, sur le sujet de l'organisation, au niveau de la répartition des charges, je pense qu'on Oui, a fait le il y a tour. peut-être une dernière chose à mentionner aussi, c'est comme tu disais, Damien, comme on est à trois, qu'on partage à trois aussi, ça peut permettre aussi de tenir plus longtemps la charge des dépenses, puisque ce qu'on s'était dit aussi assez tôt quand on y avait réfléchi, c'était qu'on voulait que les projets puissent se donner une chance, tourner un certain moment, ne pas juste, bon voilà, si on voit que ça marche pas, on le coupe tout de suite, quoi. Et le fait d'être trois aussi pour amortir ces dépenses-là, c'est peut-être bon, sur la longue, en tout cas, ça nous permet de tenir plus longtemps, quoi. Ouais, bah, ça rejoint notre philosophie qu'il n'y a pas de sentiment d'urgence sur le fait que tel ou tel projet doit fonctionner, que c'est vraiment aussi une histoire de volume, quoi, de pouvoir vraiment itérer un maximum et puis de lancer plein de projets et de faire Mm. beaucoup de tests. Donc, ouais, c'est Mm. euh, c'est Ouais, puis clairement de ce qui bénéficier de permet. l'attraction de certains projets qui vont fonctionner Ouais. pour potentiellement réactiver d'anciens projets, etc. Ok, super. Donc on a une troisième thématique qu'on voulait aborder dans cet épisode, c'était effectivement les objectifs collectifs et individuels un peu de chacun. Euh, Qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif collectif et quelles sont les volontés aussi un peu de tous. Toi, Jérémy, déjà, quels sont tes objectifs individuels sur ce projet? D'abord, dans l'équipe, il y a, euh, il y a l'objectif, on va dire, du projet en lui-même. Et chez nous, l'objectif du projet, c'est souvent à peu près le même. En tout cas, quand on lance un projet, l'objectif du projet, c'est de venir dire on a envie d'avoir 10 utilisateurs payants qui l'utilisent. Ça, c'est l'objectif de tout projet qu'on lance. Après, derrière ça, il y a les objectifs d'équipe, les objectifs mensuels qu'on se fixe. Donc ça, c'est notre roadmap. C'est pour arriver à ces 10 utilisateurs, quelles sont les actions prioritaires à faire chaque mois, sur chaque projet. Et donc là, effectivement, on va définir une roadmap et ensuite on va pouvoir venir individuellement se répartir ces objectifs-là et les suivre. Et ensuite, en parallèle de ça, il y a les objectifs personnels qu'on a pu déjà aussi aborder dans l'épisode 1, qui vont être différents pour chacun d'entre nous et qui sont les objectifs qui nous motivent à conduire les projets. Donc là-dessus, ouais, comment, JB, est-ce que tu pourrais détailler typiquement quand on lance un projet, par exemple on a lancé Notifies récemment, donc comment, quand on se dit ok, on veut avoir 10 clients sur Notifies, comment est-ce qu'on passe de ça à une roadmap mensuelle? Ouais, ça on s'est fait un système en fait encore une fois là-dessus. Nous on a appelé ça l'Odyssée, mais on pourrait le résumer plus rapidement. On pose le besoin, l'utilisateur, le problème qu'on cherche à traiter. Sur ça, on se pose des logiques de fonctionnalité, de mots-clés. Donc on fait déjà un premier travail sur comment est-ce qu'on peut bosser le SEO, comment est-ce qu'on peut orienter un petit peu l'ensemble. On se pose la question des canaux d'acquisition qu'on peut avoir pour en choisir quelques-uns, puis aussi driver le message et la forme en fonction de ce qu'on a choisi. Les actions du coup marketing qu'on peut faire, donc on se fait vraiment tout un plan préparatoire sur la base après on va faire une documentation technique aussi, pas une roadmap technique, le mot m'échappe, mais en tout cas un cahier des charges un peu technique.
Et sur cette base-là, en fait, on vient définir les différents périmètres d'intervention. Donc c'est vrai que toi, Jérémy et Damien, vous êtes les deux devs quand même de l'équipe. Donc vous avez ce périmètre-là d'architecture et de dev. Moi, je suis le designer, donc je vais m'occuper de la partie design de parcours, design de landing page. Ça ne nous empêche pas, de toute façon, tout un chacun de donner nos avis aussi sur toutes les étapes. Enfin, vous n'êtes pas les derniers à faire des retours sur les parcours, sur les landings. Moi, je fais le canard aussi à vous aider sur les parties dev quand on en discute pour voir comment on peut se débloquer. Et puis aussi, on a cette logique que je trouve assez intéressante qu'on a déployée pour les derniers projets. C'est-à-dire qu'on a une roadmap individuelle qui s'inscrit dans la roadmap collective, et on a aussi dans cette roadmap des éléments qui sont, je cherche le mot, qui sont nécessaires, enfin absolus. C'est-à-dire qu'il y a des étapes qu'on marque comme étant absolument nécessaires pour, par exemple, lancer. C'est-à-dire que la roadmap, c'est pas parce qu'il y a 5 éléments qu'il faut absolument faire les 5 éléments pour lancer. Donc on arrive encore à essentialiser les éléments de la roadmap pour faire, le bon mot c'est pas le minimum, mais en tout cas ce qu'il faut pour lancer ou pour passer à l'étape suivante. Donc les roadmaps évoluent du coup de semaine en semaine tout en gardant l'objectif complet. Et ça, moi je trouve ça assez intéressant, puis ça nous fait cette petite logique aussi d'être, le mot m'échappait au premier épisode, il m'échappe encore à celui-ci, mais accountable de ce qu'on fait par rapport aux autres, quoi. Toi, Damien, tu le Ouais. vis comment quand tu es sur Ouais, un c'est roadmap? un peu je pense que c'est un peu le plus gros challenge pour moi, je pense, dans le setup des projets, c'est de définir en fait techniquement qu'est-ce que le produit il va faire, quoi. Unicrate par exemple, il y a des choses il y a des fonctionnalités qu'on n'a pas encore ajoutées. On sait que c'est dans le backlog, on sait qu'on pourra les rajouter à l'avenir. Mais du coup, le challenge c'est de dire ok, dans ce mois-ci, ce produit il va faire ça. Et on sait que ça sera pas parfait, on sait qu'il n'y aura pas tout, on peut faire bien plus, mais dans notre objectif de livrer le projet dans ce mois, on est obligé de choisir certaines fonctionnalités. Et, euh, et du coup, c'est ça, moi, qui est le plus gros challenge, en fait, dans ce genre d'exercice, c'est de savoir dire stop. Parce qu'on veut toujours faire des produits parfaits, on veut toujours faire il va manquer ça, il va manquer ça, et putain, mais j'aimerais trop qu'on ait ça aussi. Mais à un moment donné, il faut dire stop, et il faut dire, voilà, il va y avoir juste ces fonctionnalités-là, et puis on fera plus tard. Si le produit commence à avoir une certaine traction, on pourra rajouter des fonctionnalités, etc. Euh, donc ouais, je participe un petit peu moins à cette partie-là, moi, pour l'instant, pour les 2 premiers produits en tout cas. Mais du coup, c'est un peu cette partie-là qui est pour moi la plus compliquée, quoi. Euh, du coup, je sais pas, toi, Jérémy, parce que toi, c'est plutôt toi qui a cette vision-là, quoi, de la liste des fonctionnalités, où on se dit, ok, bon, ça suffit pour lancer, quoi. Comment tu, comment tu fais la part des choses, en fait, de te dire, ok, ça doit absolument être dans un MVP, et ça, on verra plus tard, quoi. Après, déjà, comme le disait JV tout à l'heure, on repart de l'analyse qu'on fait au démarrage, qui est un fichier Notion sur lequel on liste les cibles, les problèmes qu'on veut résoudre, etc. Et donc ça pose l'essentiel. Et ensuite, on essaie de se dire quelle est la fonctionnalité s'il fallait en faire qu'une, quelle est la fonctionnalité, le parcours minimum qui est absolument indispensable. Voilà, par exemple, si je suis un outil pour publier sur les réseaux sociaux, nécessairement, il faudra que je puisse connecter un réseau social, au minimum un, et il faudra nécessairement que j'ai un outil pour pouvoir écrire mon post et le planifier. Voilà, parce que sinon, mon outil de post sur les réseaux sociaux, il sert à rien. Et alors après, on peut se demander, est-ce que le fait de planifier est indispensable, ou est-ce que la planification pourra arriver plus tard? Peut-être qu'au début, je pourrais juste faire un outil qui poste sur les réseaux. Et donc là, après, on regarde par rapport à la valeur ajoutée qu'on veut apporter. Si la valeur ajoutée, c'est de venir augmenter la capacité du réseau social de base sur lequel je peux déjà publier un post, la planification elle paraît indispensable, parce que sinon, ça va être dur de se différencier du principal concurrent. Donc là-dessus, ça c'est l'analyse principale, et ce qu'on voit, c'est qu'il faut qu'on vienne la renforcer avec des chiffres
Sur Unicrate, alors sur Unicrate, on a eu de la chance parce qu'en explorant après coup, on se rend compte que finalement le marché a l'air de plutôt bien correspondre à ce qu'on s'était imaginé. Mais notre analyse de départ, elle reposait quand même sur beaucoup d'hypothèses qui étaient non vérifiées. Et donc, sur les prochains projets, on part du principe qu'on a envie de venir vérifier plus fortement les hypothèses. Il faut voir aussi que c'est pas pareil de s'adresser à un marché sur un produit totalement innovant, par exemple Unicrate, euh, le feedback combiné à de l'analytics est centré sur le marché des blogs. C'est pas quelque chose qui a déjà été fait par le passé. Et donc on n'a pas de concurrent par rapport auquel se positionner, de liste de fonctionnalités à copier ou à trier. Par contre, de l'autre côté, euh, on peut avoir des produits, par exemple Notifies, les centres de notification, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant 4 ans. Et il y a des concurrents, alors des concurrents qui ne s'adressent pas à la même typologie de marché, qui ne proposent pas les mêmes fonctionnalités, etc. Mais ils ont un périmètre, ils ont des communautés, ils ont des fonctionnalités, ils ont résolu des problèmes et ils ont communiqué dessus. Donc là-dessus, pour nous, le positionnement, il est beaucoup plus simple parce qu'on sait comment est le marché aujourd'hui et on peut dire, voilà, cette partie-là, on ne va pas la faire parce que ça serait trop long, mais par contre, on va rajouter cette petite partie qu'ils n'ont pas faite et ça va nous permettre de nous adresser à une niche. Euh, et ça, on le voit aussi d'ailleurs parmi les gens qui font des projets. Euh, il y a énormément de personnes qui ont fait des projets d'analytics pour le web ou qui ont fait des projets de supervision de serveurs pour voir, monitoring de serveurs pour voir quand ils tombent en panne. Et donc c'est toujours les mêmes produits, c'est quasiment toujours les mêmes fonctionnalités, mais il y a toujours quelque chose qui change, soit dans l'image de marque, soit dans le marché qui est adressé, soit dans les fonctionnalités et l'implémentation technique du produit. Donc voilà là-dessus comment on travaille. Et JB, tu peux peut-être compléter parce que tu participes systématiquement. Ouais, compléter, non, pas tellement, parce que bon, toi, t'as été assez exhaustif dans la façon qu'on a d'approcher la chose. Effectivement, bah, tu as cité aussi un dernier truc qui était important, c'est le fait d'aller vérifier plus tôt nos assumptions, nos hypothèses, que ce soit par du chiffre ou par de la recherche. Ça, c'est vraiment le point important, parce que on le voit sur le projet Unicred, c'est à qui on s'adresse et quelle niche on vient cibler, c'est hyper important. Enfin, bon, je prends un exemple débile, mais c'est vrai que sur Unicred, à la base, on partait sur une logique de content creator. Parce qu'on voulait vraiment s'adresser à ça, et puis en y réfléchissant, on s'est dit, ah mais non, content creator, c'est plutôt, entre guillemets, les influenceurs, en tout cas les gens qui font par exemple du vlog sur YouTube ou de la vidéo. Donc après, on est reparti sur blogueur, sur technical writer, puis on s'était posé la question aussi de blogueur, est-ce que c'est pas un terme qui est désuet, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'en parler, etc., etc. Et c'est vrai que c'est cette façon de cadrer la chose, d'aller chercher la niche et d'aller trouver les termes directement, ça, c'est le point sur lequel on doit s'améliorer et on va s'améliorer. Euh, donc ouais, c'est cool. Et puis ouais, juste, je pense qu'on peut citer quelques exemples sur ce que tu disais aussi, hein. Par exemple, là, la niche qu'on a vue sur les analytics récemment, c'était le produit de Marc Louvion, DataFast, si je dis pas de bêtises, qui s'adresse spécifiquement sur de l'analytics qui existe déjà, mais en tout cas pour des indie hackers, pour croiser la logique du revenu avec le trafic. Et puis je pense que quand tu parlais aussi de monitoring de serveurs, tu parlais peut-être d'hyperping. Pour le coup, ouais, c'est des projets quand même hyper intéressants. Puis en plus, on a eu l'occasion d'utiliser Hyperping, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voir aussi qu'on est utilisateur aussi de SaaS. En plus de ça, on n'a pas juste une volonté d'en créer, mais on l'utilise aussi. Donc on voit aussi certains écueils sur lesquels on peut tomber ou certaines choses qui fonctionnent bien. Exactement. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé des idées de SaaS, mais les idées de SaaS, elles viennent beaucoup finalement en travaillant à créer un SaaS, peu importe lequel, j'ai envie de dire. On finit par tomber dans des écueils et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des trous. Donc, si vous n'avez pas d'idée, une bonne manière de se lancer, c'est de se lancer sur absolument n'importe quoi.
et d'essayer de le faire sérieusement. Voilà. C'est en se lançant sur n'importe quoi qu'on fait n'importe qui. Magnifique. Non, mais c'est vrai, Notifies, on peut le dire. Toi, c'est une vieille idée que tu avais. Enfin, c'est une idée que tu avais déjà tentée il y a quelques années. Et on y est revenu parce qu'en l'occurrence, il y a eu un projet sur lequel on a pu imaginer pouvoir le faire et en fait, on ne l'a pas fait par manque de temps. Et l'idée du projet est revenue derrière parce que on s'était dit qu'on n'était pas les seuls à avoir ce manque de temps ou pas la volonté d'investir là-dedans et que c'était quand même assez pratique d'avoir un truc du genre, quoi. Enfin, clairement, l'idée du boulot qu'on peut faire. C'est plutôt cool. Ouais, c'est C'est vrai que plutôt Notify, cool. c'était un truc vraiment qu'on avait voulu faire avec les outils existants. Et bah, en essayant de l'intégrer comme on l'imaginait, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas possible. Euh, et du coup, bah, c'est ça qui a un peu déclenché Mm. toute l'idée de Notify, quoi. Donc, Ouais. Autant régler notre problème et puis régler bah, pour c'est les ça, autres hein, tant qu'à faire, quoi. C'était j'imagine un peu l'idée. pour trouver des idées, ouais, autant regarder les problèmes qu'on a actuellement. Et puis, c'est clair que c'est une bonne stratégie pour trouver des idées, ouais. Ouais, carrément. Ça, on pourra peut-être l'aborder plus tard, Oui. une prochaine fois plus en profondeur, cette idée des idées de SaaS. Ce que je propose, c'est qu'on se fasse un petit récap de la semaine, de ce que chacun a pu faire cette semaine. Toi, Damien, sur quoi t'as travaillé du coup cette semaine dans les projets? Alors moi du coup j'étais exclusivement sur Notifies cette semaine, j'étais sur préparer à implémenter Notifies chez notre premier client. Donc du coup c'était voilà, notamment préparer l'infrastructure, préparer le déploiement, création d'un package NPM pour intégrer un composant Angular dans l'application du client. Donc voilà, c'était assez compliqué. J'ai eu du mal parce que c'était beaucoup de choses nouvelles pour moi sur lesquelles j'ai pas d'expérience. Donc il y a eu beaucoup de trial et d'erreurs. Donc je continue là-dessus. Mais voilà, on en voit le bout, quoi. C'est le genre d'étape où on est au bout, donc c'est vachement motivant de se dire qu'on y est presque, de voir le produit chez le client. Donc c'est vachement excitant comme étape. Ouais, c'est un jalon important à atteindre. Alors, oui, pour préciser d'ailleurs ce que dit Damien, là c'est une phase importante dans laquelle on est parce que le client ça va être installé en période d'essai, en version d'essai. Donc ça sera gratuit et l'objectif c'est de pouvoir venir le convertir en client payant. Donc ce client typiquement c'est aux alentours de, faudra voir le volume exact, mais c'est aux alentours de 120-150 euros par mois. Donc c'est quand même des tickets qui peuvent être vite assez élevés parce que c'est une techno à forte valeur ajoutée. Et donc là on va vraiment se concentrer sur le fait de servir ses clients au mieux pour que la période d'essai se passe bien, que des dysfonctionnements, s'il y en a, il y en aura sûrement, soient corrigés et qu'on puisse stabiliser le produit pour convertir la vente. Ensuite, moi de mon côté, j'avais deux sujets. Le, le premier sujet, qui concerne UniCrate et Notify, c'est la génération de nouveaux leads. Et donc pour générer des leads, on a mis en place d'abord ce mois-ci une infrastructure de cold emailing. Et cette infrastructure de cold emailing, on a envie de pouvoir l'exploiter. Et pour ça, il faut avoir des leads qualifiés. Et donc, je suis en train de développer un script qui fait du scrapping et qui va allier qualifier les utilisateurs parce que les outils classiques d'exploration de LinkedIn ne sont pas forcément pertinents pour nos cas d'usage. Et puis aussi, ça, ça commence à être très utilisé et ça s'apparente plus à du spam, je trouve, le contenu de ces mails, et de ces messages privés qu'autre chose. Ensuite, le deuxième le deuxième sujet sur lequel je travaille, c'est ce que j'appelle le One Click Boilerplate. Donc là, on a lancé les landing pages, le blog pour StreamMakers, on a lancé la même chose pour UniCrate, on doit lancer la même chose pour Notifies, et on utilise toujours la même base de code, mais cette base de code, elle est enfin, elle est commune, mais il y a un moment quand on fait une modification d'un côté, il faut la faire de l'autre aussi. Et quand on veut déployer un nouveau projet avec un nouveau blog, une nouvelle landing, on a un temps de setup qui est assez long et qui est assez complexe pour faire de l'infra.
et dont le but c'est de pouvoir automatiser ça en un clic. Donc on y est arrivé au travers, pour ceux que ça intéresse, et on le détaillera peut-être plus tard, mais des forks GitHub, voilà, et de divers petits outils autour. Et donc ça nous permet qu'aujourd'hui, en un clic, si on lance un nouveau projet, on veut lancer le blog, etc., on a juste à cloner un projet sur iGraph, faire un fork sur GitHub, brancher les bonnes clés, et on a le système qui est en ligne et en prod. Voilà. Non, c'est super, tout ça, ouais. Bon, c'est le boulot sur le système, hein, c'est plutôt cool. Bah, du coup, moi, j'ai continué aussi sur cette même logique-là. Moi, je suis sur la refonte de la landing page de Notice, puisqu'il y en a une qui existe aujourd'hui. Mais on veut bosser sur deux choses en principal. Principalement, c'est déjà réutiliser le système que moi j'ai mis en place côté design, avec les composants qu'on a déjà, la logique aussi de personnalisation de couleurs, etc., qu'on puisse aller plus vite sur la reprise des landings. Et puis on est en train d'essayer de se trouver aussi un nouveau ton pour présenter en fait nos landing pages, aller sur quelque chose qui soit plus invitant et un peu plus, je vais pas dire générique parce que c'est pas l'idée du générique, mais en tout cas ça y est, je perds mes mots, mais de l'écriture en tout cas qui soit plus, ouais, moins spécifique, sauf quand on sera sur une page très très spécifique dans des cas d'usage très précis, mais en tout cas avoir des appels à action qui soient plus clairs, voilà, vraiment bosser la copie sur ce qu'on fait, quelque chose qui soit plus convaincant, en tout cas plus direct, plus efficace dans la structure. Donc il y aura aussi une véritable partie graphique sur l'esthétisme aussi pour rétablir un parti pris pour Notifies. Et voilà, pareil, ça viendra nourrir le système, puisque on vient améliorer à chaque fois, pas à chaque action qu'on fait, en fait, au final, on vient améliorer notre système pour pouvoir le déployer derrière, et puis gagner du temps, et puis voir passer du temps sur des choses qui soient à plus forte valeur ajoutée, enfin, en tout cas éviter les trucs répétitifs, les trucs un peu chiants de config et tout, etc. Pour vraiment se concentrer sur ce qui apportera plus de valeur, que ce soit une feature, ou voilà, du temps passé sur la copie d'une landing pour mieux convertir. De toute façon, parce que l'idée c'est quand même de vendre nos produits. Voilà, bon, une semaine bien chargée, si on résume, du coup, déploiement chez un client, ça c'est cool. Et puis on améliore le système de notre côté, que ce soit autant côté code que côté design, pour déployer des produits. Et on peut le dire aussi, on fera peut-être un épisode dessus, mais on est maintenant aussi présent sur Blue Sky. Donc il faut voir que la communauté Twitter, qui est devenue X, depuis Dean Public et d'Indie Hacker, c'est beaucoup plein de l'algorithme de Twitter, du contenu qui était publié sur Twitter et de la manière du fait que finalement les petits acteurs de cette communauté n'étaient absolument pas mis en visibilité et étaient inexistants pour l'algo. Et donc la communauté a longtemps hésité, et il y a un choix qui a été fait massivement d'aller vers Blue Sky. Et donc Blue Sky, qui est un réseau social équivalent à Twitter, qui est en train de grossir très vite. Et donc on vous recommande de nous y retrouver là-bas et de créer votre compte, parce que c'est maintenant dans ces phases de croissance forte du réseau que les opportunités se font. Et on a pu le constater très clairement avec des comptes sans aucune activité qui peuvent faire 40 followers en une journée. Alors, on est plus sur les mêmes stats que Twitter X, c'est clair. Bon, même sur la volonté de publier, parce que toi, Jérôme, t'as libéré quelque chose, en tout cas sur Blue Sky, t'es très actif. Et je suis passé à 270 posts en 5 jours, effectivement. Quelque chose qui aurait été effectivement inenvisageable sur X. Et Très bien. Voilà, on arrive au bout de notre plan. Donc on a parlé de la répartition des charges, la répartition des parts, les objectifs qu'on avait en commun et les objectifs individuels. On a fait notre récap de la semaine avec un événement assez important. Et puis on a même parlé de Blue Sky, donc c'est super. C'était le deuxième épisode des Stream Maker Talk. On se retrouvera pour le troisième épisode mardi prochain, toujours à la même heure, entre midi et demi, midi 40, pour entre
35 et 40 minutes d'échange. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à réagir directement aussi sur les réseaux, principalement sur X pour l'instant. Faut qu'on se mette à le publier aussi sur Blue Sky maintenant qu'on est actif pour le coup. Et puis on mettra le replay comme d'habitude sur YouTube et sur Twitch. Vous voulez dire quelque chose pour conclure cet épisode? Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, vous abonner. Exactement. Ça y est, on est des influenceurs. On demande de liker et de commenter. C'est parfait. Et ben écoutez, bonne journée à tous. On se retrouve du coup mardi prochain, 12h30, 12h40 pour le 3e épisode. On parlera probablement d'opérationnel et de comment on s'organise. Voilà, un petit teaser pour le prochain épisode. Et bonne journée à tous. Bonne journée, salut. Bonne journée.